Le moi, pour Lacan, c'est d'ailleurs par cette notion que Lacan a commencé son enseignement et ce qu'on a appelé son retour à Freud. Le moi, pour Lacan, est le lieu de la conscience et de la raison, qu'il est un lieu de la maîtrise non seulement du corps, mais de la maîtrise aussi du sens de la communication. Il donne d'ailleurs dans le stade du miroir une image intéressante du moi qui peut apparaître dans le rêve en tant que stade olympique ou en tant que forteresse. Et pour Freud comme pour Lacan, le moi est une forteresse et du corps et du psychisme. Ce qui fait que on va trouver les limites de ce moi assez rapidement, je dirais, parce que c'est ça ce qui nous intéresse, on va trouver cette limite dans notre pratique et dans notre clinique. À savoir que quelqu'un, par exemple, qui a un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, et quelqu'un qui va venir voir le psychanalyste pour s'en guérir, et va lui dire « je sais bien que mon symptôme est absurde », c'est-à-dire qu'il a la conscience, mais il va nous dire que la façon dont il essaye de se raisonner par rapport à ce sentiment d'absurdité qu'il a de son symptôme n'empêche pas le symptôme de continuer à se produire. Et il vient nous demander, à la psychanalyse, de trouver un autre savoir que celui de sa raison, dont il a mesuré la limite par rapport à son symptôme. Ce qui veut dire que l'être humain a d'une certaine façon l'idée qu'il a un autre savoir que le savoir que lui donne sa raison. Et cet autre savoir, c'est ce que Freud a appelé l'inconscient, et qu'il a appelé même notre meilleur savoir. Et c'est ce savoir que les patients viennent chercher chez le psychanalyste pour rétablir le sens et comprendre leurs symptômes. Et c'est cet autre savoir qu'on appelle l'inconscient qui va définir ce que Lacan va appeler le sujet de l'inconscient par rapport à la forteresse que constitue le moi. Il y a plusieurs formes d'identification que Lacan a bien précisé dans son mouvement de retour à Freud à l'époque, à savoir qu'il y a l'identification du moi, dans le sens où le stade du miroir de Lacan constitue à partir de son image que l'enfant voit dans le miroir, la matrice de son moi, c'est-à-dire l'enveloppe de son moi. Et ensuite, cette enveloppe va se développer et construire le moi sur ce noyau de la première image que Lacan appelle l'image spéculaire ou l'image inconsciente du corps, par des identifications au grand frère, à la grande sœur ou à d'autres personnes, qui sont des identifications imaginaires, qui vont développer le moi de la personne. Ça, c'est une première forme d'identification qui est celle du moi idéal, on pourrait dire. Alors Lacan a distingué très fortement, il a fait toute une année de séminaire, sur une autre forme d'identification, qui est l'identification symbolique. C'est l'identification du sujet à un trait de l'autre, que l'autre soit une personne ou que l'autre soit une fiction, comme une valeur. Je peux m'identifier par exemple à l'idéal de mon pays et construire mon être autour de ce trait identificatoire, et passer ma vie à aider à construire cet idéal, par exemple. Ça, c'est une identification symbolique dont le ressort est justement ce que Freud appelait le trait unaire. Si le sujet reste dans une identification à l'image, à sa propre image et à l'image de l'autre, il va engager une quête pour toujours trouver une autre image idéale par rapport à son image à laquelle il va s'identifier. Et on peut se demander ce que cette quête
d'une image idéale de soi-même, qu'est-ce qui va pouvoir arrêter cette quête? Sinon, ça part à l'infini. Et le sujet va de plus en plus s'éloigner par identification de lui-même, comme certaines patientes et patients nous le disent, à savoir qu'ils ne se reconnaissent plus dans ce qu'elles sont devenues par identification de cette sorte-là. Si la sortie ou la limitation de ce type d'identification imaginaire, c'est l'identification symbolique qui constitue l'idéal du moi. C'est-à-dire que le sujet, il est ce qu'il est devenu dans son moi, mais il est aussi autre chose, à savoir qu'il a un idéal qu'il a constitué par identification à un trait ou à une fiction de l'autre, qui lui permet de transcender cette passion narcissique d'image à image.